Il fait trop froid pour toi. Maman, tu ne tiendrais pas 2 nuits là-bas. Voilà les mots exacts de mon fils Benoît, prononcés avec ce ton faussement bienveillant qui masque mal le mépris. Nous étions le 28 décembre et j'étais sur le point de préparer ma valise. Il venait de m'annoncer qu'il partirait. Louis, Aurélie. Petite Lila, dans un chalet pour fêter le nouvel an. Mais pas moi, ce n'est pas raisonnable à ton âge. Tu comprends, on t'appellera depuis là-bas. Promise, je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de raccrocher, la gorge serrée. Le cœur glace bien plus que la météo qu'il invoquait pour m'exclure. Je m'appelle Clémence Lefebvre. J'ai 70 ans. Et ce jour-là, j'ai compris que, pour mon propre fils, je n'étais plus qu'une silhouette de fond, une figure qu'on tolère de loin. Tant qu'elle paie les factures et garde le silence, j'ai passé le réveillon seul, à Saint-Marc, dans notre appartement aux murs usés mais propres. J'avais préparé un gratin de courges et une tarte aux pommes, une bougie, une poule tricotée, un vieux disque de Jacques Brel. J'avais même mis de côté une boîte de chocolat pour Lila. Minuit et ça passe sans appel, pas même un message. Alors j'ai lavé mon assiette, soufflé ma bougie et suis allée me coucher. Comme on ferme une porte à double tour dans son propre cœur. Le choc est venu 2 jours plus tard. Par habitude, je suis allée voir les nouvelles photos de Lila en ligne. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans souffle. Une plage de sable blanc. Une eau translucide, des palmiers et du ciel. Pas de montagne, pas de chalet. Maldives. Ma petite fille en robe de plage, souriante. Un cocktail sans alcool à la main. Et sur une table en arrière-plan, négligemment posée, une carte bancaire, ma carte, mon nom dessus. Ils étaient partis sans moi, m'avaient menti. Avait utilisé ma carte de crédit pour financer ce séjour au bout du monde. Pas trop froid là-bas, apparemment. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu. Le dégoût. Pas seulement envers leur comportement, mais envers moi-même. Pour avoir laissé les choses aller si loin. Pour avoir donné sans compter, excusé sans limite. Supporté sans poser de conditions. Pendant des années. J'ai été la mère dévouée, la grand-mère toujours disponible, celle qui dit « oui » quand on l'appelle au dernier moment pour garder l'enfant, celle qui paie le dentiste, l'école privée, les vacances, l'abonnement téléphonique. On ne m'a jamais dit « merci », on m'a simplement considérée comme acquise. Et cette fois-ci, ils ont franchi la ligne. Ce n'était plus de l'ingratitude, c'était de la trahison. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, face à une tasse de café noir refroidi, et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre de colère. Non, une décision. La décision de me retirer de ce rôle de donneuse silencieuse, de redevenir l'artisane de ma propre vie, comme je l'avais été autrefois dans mon atelier de jouets en bois. J'ai compris que je n'avais plus envie de mendier l'amour, ni d'acheter la place qu'on ne voulait plus m'accorder. Et surtout, j'ai compris que l'amour que je donnais méritait d'être reçu avec respect. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais faire, mais une chose était certaine. Je ne resterai plus en arrière. Je ne serai plus trop vieille pour venir. Je ne serai plus celle qu'on laisse dans le froid pendant que les autres trinquent au soleil avec mon argent. Cette histoire, la mienne, ne se terminerait pas ainsi. Parce que moi aussi, j'ai droit à une fin digne. Et peut-être même à un nouveau départ. Je me souviens encore de l'odeur de sûre et de colle à bois qui imprégnait mes cheveux chaque soir en rentrant. Pendant près de 40 ans, j'ai façonné des jouets en bois dans ce petit atelier du quartier Saint-Marc. Des camions miniatures, des poupées à assembler, des chevaux à bascule pince à la main.
Mes mains ont connu la chaleur du bois brut, les échardes, les gerçures en hiver. Rien n'était automatisé. Tout passait par mes doigts. C'était un travail physique, répétitif, mais j'y mettais tout mon cœur. Parce qu'à l'époque, j'étais seule avec Benoît, encore petit, et que je n'avais pas le luxe de me plaindre. Quand Alain est mort, il a emporté avec lui la moitié de moi-même, mais la moitié restante devait continuer à vivre, à payer les factures, à préparer les goûters, à signer les carnets de liaison. J'ai travaillé 2 fois plus, 3 fois plus s'il le fallait, pour que Benoît ne manque de rien. J'ai cousu ses déguisements pour le carnaval. J'ai réparé ses chaussures usées. J'ai même appris à installer un chauffe-eau moi-même, pour éviter de dépenser en main-d'œuvre. Et quand il a rencontré Aurélie, j'ai voulu être cette belle-mère discrète, disponible, qui dit oui sans poser de questions. Je ne compte plus les virements que j'ai faits au fil des années, les factures d'électricité impayées, les loyers de leur premier studio, les billets de train pour revenir à Brest pendant les vacances, les frais de naissance quand Lila est arrivée, j'ai tout pris en charge, sans hésiter, les rentrées scolaires aussi, toujours accompagnées de nouveaux cartables, de trousses garnies et de petits mots glissés dans les cahiers de liaison. Même leur box internet, c'est moi qui l'ai réglé pendant des années, sans qu'on me le demande vraiment, mais sans qu'on me remercie non plus. Et puis, il y a eu Lila, ma petite étoile. Depuis sa naissance, je me suis occupée d'elle comme d'un trésor. Les mercredis après-midi, je la gardais pendant qu'il travaillait. Je lui préparais des madeleines tièdes, on lisait des histoires de princesses courageuses. On plantait des radis dans le jardin. J'ai passé des nuits à coudre des costumes pour ses spectacles d'école. Des journées entières à décorer son gâteau d'anniversaire, en forme de licorne ou de volcan selon les années. Mais jamais, jamais, un merci sincère n'a franchi les lèvres de Benoît ou d'Aurélie. C'était comme si tout cela allait de soi, comme si j'étais un prolongement logistique de leur confort familial. Et j'ai tenu bon jusqu'à ce fichu 1er janvier, quand j'ai découvert, par hasard, les photos de Lila sur une plage turquoise, une noix de coco à la main, un bracelet de fleurs autour du poignet. J'ai d'abord cru à un montage, puis j'ai lu les hashtags, les commentaires « Vacances, de aux Maldives, merci la vie, plage et mojito avec ma chérie ». Ma respiration s'est coupée, le sang a quitté mes joues. Ce voyage, qu'il m'avait dépeint comme trop rude pour une dame de mon âge, avait en fait été un séjour de luxe, payé avec ma propre carte bancaire, celle que j'avais ajoutée à leur Apple Pay, pour dépanner une fois. Je me suis assise dans la cuisine, face à la table encore dressée avec mes restes de velouté de potimarron, mon assiette de froyé de veau, mon verre de crément jamais entamé. J'ai senti une chaleur désagréable me monter à la gorge. Quelque chose entre la colère et la honte. Pas seulement parce qu'il m'avait menti, mais parce qu'en un instant, je venais de réaliser que toutes ces années de générosité avaient été vécues, non pas comme un lien d'amour, mais comme un dû. J'étais devenue une tirelire sur pattes, une présence utilitaire. Interchangeable, silencieuse. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Pas bruyamment, pas comme une vitre, mais lentement, comme une vieille planche qui cède sous le poids des années. Et dans ce craquement discret, j'ai senti s'éveiller en moi un réflexe ancien. Oublier celui de me choisir. J'ai compris tout à fait par hasard que mes jours de naïveté étaient révolus. Et pourtant, c'est un geste d'enfant, une maladresse innocente qui m'a ramenée à la tendresse. Quelques jours après ce fameux nouvel an que j'ai passé seule à la maison, tandis que mes mains s'occupaient à rien et que mon cœur tentait de s'habituer au vide, j'ai reçu une enveloppe rose pâle, pliée de travers et décorée de petits autocollants en forme de cœur et d'étoiles. L'écriture tremblante au feutre violet disait « Pour ma mamie Clémence,
Clémence, avec un S. Oui, et pourtant, c'est le plus beau de tous mes noms. À l'intérieur, il y avait un petit bracelet fait main avec des perles en plastique multicolores et une carte, ou plutôt un dessin. Lila et moi, sur un banc dans le jardin, 2 grands soleils au-dessus de nos têtes et des fleurs à profusion. Dans des pots, dans l'air, dans nos mains et au dos de la carte. Quelques mots mal orthographiés. J'ai passé de bonnes vacances. Je t'aime, mamie Clémence. Mon cœur s'est tordu doucement, comme une pâte à gâteau qu'on pétrit avec soin. Un peu de douleur, mais surtout beaucoup de chaleur. C'est ainsi que j'ai découvert, sur son profil resté public, la photo. Lila, debout sur une plage turquoise, dans une petite robe fleurie, un cocktail sans alcool à la main, le sourire grand comme le ciel. En arrière-plan, une mer turquoise qui n'a rien d'un chalet en montagne. J'aurais pu être brisée, une fois encore. Mais au lieu de cela, une pensée m'a traversée. Nette et limpide, elle n'y est pour rien. Lila ne ment pas. Elle partage. Elle montre ce qu'elle aime. Elle aime sa grand-mère, même si ses parents préfèrent l'oublier. J'ai accroché le dessin sur la porte du frigo, à côté de la liste de courses et de l'aimant en forme de lapin en bois qu'elle m'avait offert l'année dernière. J'ai glissé le bracelet autour de mon poignet, trop serré, un peu enfantin, mais il m'allait mieux que tous les bijoux offerts par obligation. Et j'ai pris un papier à lettres blancs, bordé de lavande, et j'ai écrit à Lila. Je lui ai dit merci. Merci pour son cœur. Merci d'avoir pensé à moi. Je lui ai de raconter que mes madeleines n'étaient jamais aussi bonnes que quand je pensais à elles en les préparant. À partir de ce jour-là, nous avons recommencé à nous écrire, comme 2 complices ayant inventé leur propre monde. Elle m'envoyait des histoires qu'elle écrivait, des recettes dessinées avec des petits nuages de sucre et des étoiles de chocolat. Je lui répondais avec des petits mots doux, des poèmes idiots, des échantillons de tissu que je trouvais beaux. Une fois, elle m'a envoyé une photo d'elle avec une tresse mal faite et m'a demandé « C'est comme ça que tu coiffais papa quand il était petit ?» J'ai ri, seule dans ma cuisine. Puis j'ai pleuré un peu. Benoît ne se souvenait probablement plus que je lui faisais des tresses avant qu'il parte au jardin d'enfants. Lila, elle, voulait savoir. Une après-midi, j'ai glissé un sachet de Madeleine Maison dans une boîte décorée et je l'ai posté à son adresse. La semaine suivante, j'ai reçu un dessin d'elle qui me représentait. Cheveux argentés et tablier fleuri, tenant une cuillère géante comme une épée. En dessous, elle avait écrit en lettres majuscules « Ma mamie est une héroïne du sucre ». C'est à ce moment-là, en tenant cette feuille dans les mains, que quelque chose en moi a basculé. Je me suis dit que je n'avais pas tout perdu, que j'existais, qu'au moins une personne sur cette terre me voyait, m'entendait, m'aimait pour ce que je suis, et non pour ce que je donne. J'ai senti que je n'étais pas simplement une carte bancaire sur pattes, une babysitter gratuite, ou un prétexte pour obtenir des réductions fiscales. Non, j'étais la mamie de cœur de Lila. Et de ça, personne ne pourrait me le retirer. Je me suis assise devant mon vieux classeur à rabat, celui dans lequel je gardais mes documents importants, et j'ai commencé à écrire une liste de ce que je voulais préserver, de ce que je ne voulais plus accepter. En haut de la page, j'ai écrit en lettres capitales « Désormais, je choisis pour moi ». Et en dessous, j'ai noté « Lila, oui, toujours ». Benoît et Aurélie. En attente de preuves d'amour sincère, j'ai ajouté une étoile à côté du nom de Lila. Puis je l'ai encerclée, ce jour-là, dans ma solitude adoucie par les lettres d'une petite fille. J'ai compris que mon combat n'était pas contre eux, mais pour moi, pour ne plus m'oublier, pour ne plus troquer mon silence contre un semblant de place à leur table, pour être une femme libre, fière et debout. Et si je devais tout recommencer,
Je commencerai ici avec un dessin naïf, un bracelet trop serré et un amour vrai qui ne coûte rien, mais qui vaut tout. C'était un matin clair, presque trop paisible pour ce que je m'apprêtais à faire. Je me suis habillée simplement, un gilet beige et mon écharpe verte en laine, celle que Lila disait me rendre, plus douce encore que les tartes. Dans mon sac, j'avais glissé mon livret de banque, ma carte d'identité et une détermination que je ne m'étais jamais autorisée à porter. Je suis descendue à pied jusqu'à l'agence, celle en bas du quartier, où tout le monde me connaît depuis 40 ans. Et là, au guichet, j'ai demandé à parler à Mathieu. Mathieu est un jeune conseiller, un peu timide, les cheveux en bataille, une voix toujours polie. Il m'a reconnue tout de suite et m'a accueilli avec un sourire. Mais quand je lui ai expliqué que je venais pour annuler une carte de crédit et verrouiller des accès bancaires au nom de mon fils, j'ai vu un petit pli se former entre ses sourcils. Il m'a demandé si j'étais certaine. Je lui ai répondu que je l'étais. Il n'a pas insisté. Nous avons tout vérifié ensemble. Le compte joint sur lequel Benoît avait un pouvoir de prélèvement, les paiements récurrents, la carte annexe qui portait son nom. Je n'avais même plus souvenir de quand je lui avais fait ajouter ses accès. Sûrement quand Lila est née, pour lui faciliter la vie, pour qu'il n'ait pas à courir partout. Quelle erreur! Aujourd'hui, c'est moi qui courais, mais vers ma propre liberté. Mathieu a pris le temps de tout sécuriser. Code d'accès changé, carte bloquée, notifications activées pour chaque mouvement. En sortant, il m'a regardé avec une certaine hésitation et m'a dit doucement « Vous avez été très courageuse, Madame Lefebvre. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le mot « courage » me semblait trop grand, trop noble pour une femme de 70 ans qui se contentait enfin de dire non. Je suis rentrée chez moi pour déjeuner, mais je n'ai rien avalé. Alors j'ai décidé de continuer. J'ai appelé François, un conseiller plus âgé, que je connaissais depuis toujours. Il avait aidé Alain, mon mari, à gérer ses premiers investissements quand il était encore en vie. François, Louis, ne m'a pas posé de questions. Il m'a simplement proposé un rendez-vous le lendemain matin et je me suis sentie respectée. Enfin, chez François, j'ai demandé l'annulation de toutes les procurations que j'avais signées au profit de Benoît. Une par une, ligne après ligne. J'ai rayé son nom des accès à mes économies. Mon cœur battait fort, mais je ne tremblais pas. J'étais en train de reprendre ce qui m'appartenait. Non pas seulement l'argent, mais la décision, le droit de dire à qui je voulais confier mes ressources, et surtout à qui je ne voulais plus. De retour à la maison, j'ai pris une grande inspiration. Avant de composer le numéro de Maître Philippe, un avoste recommandé par une voisine. Très calme, très à l'écoute. Je lui ai dit que je voulais créer un fonds, une petite trust, pour ma petite fille Lila. Il m'a demandé « Vous voulez qu'elle en bénéficie tout de suite ?» J'ai répondu « Non, je veux qu'elle sache que je crois en elle, mais qu'elle apprenne aussi à marcher seule. Le fonds sera pour ses 25 ans, not before. Et surtout, il ne passera pas par ses parents. Il n'a pas bronché, il a simplement noté mes volontés et m'a assuré qu'il respecterait chacune d'elles. Dans mon esprit, tout devenait plus clair. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas un rejet, c'était une reconstruction, une ligne droite tracée là où, pendant trop longtemps, je n'avais des signes que des cercles d'indulgence. Le soir même, j'ai ouvert mon vieux tiroir de commode, celui où je range mes papiers, mes cartes de fête des mères jamais relues, et mes factures anciennes. J'ai pris une feuille A4 et j'ai écrit en lettres majuscules « Liste des choses pour lesquelles je ne m'excuserai plus ». J'y ai inscrit « Dire non », refuser de prêter de l'argent, ne pas répondre à des messages culpabilisants, ne pas être disponible à la demande.
vivre comme je l'entends. J'ai plié la feuille en deux et je l'ai glissée dans une enveloppe craft, posée sur les relevés de compte, comme un talisman discret. Évidemment, la nuit suivante, j'ai eu peur d'avoir été dure, peur d'avoir déçu mon fils, peur d'être jugée. On a tellement répété aux mères de ma génération qu'aimer s'était donné sans limite, qu'une bonne maman ne comptait pas, qu'elle se taisait, qu'elle aidait toujours. Mais voilà, j'avais tout donné. Et pourtant, j'avais été traitée comme une gêne, une vieille dont on se débarrasse sous prétexte de météo. Alors cette fois, c'était moi que je choisissais. Le matin suivant, je me suis réveillée plus légère, plus droite. J'ai bu mon café noir en regardant le soleil se lever sur les toits de Saint-Marc. Les volets des voisins s'ouvraient un à un. Les pigeons battaient des ailes entre deux balcons. Et moi, j'étais simplement là, présente, sans plus rien à devoir, sans plus personne à convaincre. Ce jour-là, j'ai compris que récupérer son autonomie n'était pas un acte de guerre. C'était un acte d'amour. Un amour propre, longuement retardé, mais enfin accordé. Et cela changeait tout. Je n'avais pas attendu une réaction douce, mais je ne m'étais pas non plus préparée à l'ouragan. 2 jours après mon rendez-vous chez Maître Philippe, le téléphone n'a pas cessé de vibrer. Benoît appelait sans relâche, parfois 6 ou 7 fois dans 1 heure, entrecoupé de messages courts, accusateurs, souvent ponctués de points d'exclamation. « Tu fais tout un drame. Tu veux te venger ? Au pire. C'est quoi ton problème ? » Maman, je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Pas cette fois. Puis, un soir de janvier, alors que la pluie s'écrasait sur les vitres du salon, on a frappé à ma porte. Forte, impatiente, j'ai à regarder à travers le Judas Benoît. Et juste derrière lui, Aurélie, le manteau entrouvert, les bras croisés. J'ai hésité 1 seconde, puis j'ai reculé sans un mot. Je n'ai pas ouvert. J'ai laissé le silence parler à ma place. J'ai entendu sa voix étouffée à travers la porte. « Maman, sérieusement. On peut discuter. Juste 5 minutes. » J'ai serré la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Il a insisté encore quelques minutes. Puis c'est Aurélie qui a pris le relais, plus tranchante. « Tu veux jouer à la vieille femme qui contrôle tout. C'est ça. Tu veux faire ta loi. C'est pathétique. » Elle a utilisé le mot pathétique. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi, encore meurtrie, aurait voulu répondre. Crier même, mais je suis restée droite, mouette. Quand le silence s'est fait à nouveau, ils sont partis. Le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, adressée à la main par Benoît. Une lettre longue, manuscrite. Il y reprenait point par point tout ce que j'avais. Selon lui, fait pour eux, tu nous as aidés pour les frais de maternité, pour le prêt immobilier, les factures, les cadeaux de Noël. On le sait. Il avait même noté comme une litanie. Merci pour les billets d'avion. Merci pour la voiture d'occasion. Merci pour les vacances en Ardèche. Mais dans tout ce flot de reconnaissance mécanique, il n'y avait pas un mot qui ressemblait à des excuses. Aucune remise en question. Aucune tendresse. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je n'ai pas tenté d'arrondir les angles. J'ai posé la lettre dans le tiroir du buffet, avec d'autres papiers que je n'ouvrais plus, relevés de compte. Vieille lettre de course, carte postale d'anniversaires impersonnels. Et j'ai respiré. Ce silence que je leur imposais, ce refus d'entrer dans leur jeu, ce n'était pas une vengeance. C'était une manière de dire « j'existe ». Même quand je me tais, j'ai arrêté de me justifier. J'ai arrêté de m'excuser de ne plus vouloir tout donner, tout effacer, tout supporter. Je ai préféré écrire une autre lettre, une courte, douce, adressée à Lila. Je l'ai glissée dans une enveloppe illustrée de petits chats qu'elle aimait tant. Ma Lila chérie, je t'aime fort et je t'aimerai toujours.
Ce que j'ai décidé n'est pas contre ton papa, ni contre ta maman. C'est pour moi. Parce que parfois, quand on se fait maltraiter, on doit dire stop. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer, mais on arrête de se blesser. J'y ai joint un petit dessin au crayon. Un arbre avec 2 bancs, côte à côte, sous ses branches. Et j'ai signé ta mamie Clémence, qui t'attend toujours avec du chocolat chaud. Je n'ai rien changé à mes habitudes. Je continuais à lire dans mon fauteuil le matin, à arroser mes lavandes, à aller au marché le jeudi avec Odette. Mais quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus la même Clémence qui attendait un signe pour exister. Je me suffoquais moins dans l'attente, et même si certaines nuits restaient longues, avec les souvenirs qui tambourinaient comme des vents d'hiver contre les volets, je savais que je n'avais pas reculé. J'avais tracé une ligne, et je m'y tenais. Je ne saurais dire à quel moment précis ma vie a basculé vers autre chose. Ce n'était ni une fête, ni un déclic fracassant. C'était plutôt comme une lumière douce qui filtre à travers les rideaux, un matin de printemps, sans bruit, sans fanfare. Après des années à vivre dans l'ombre des autres, j'avais enfin la sensation de réintégrer ma propre existence. Pas celle qu'on m'avait imposée, mais celle que je choisissais, jour après jour. J'ai commencé par dire oui à l'invitation du centre communautaire du quartier Sainte-Marc, à 2 rues de mon immeuble, qui proposait un club de lecture pour femmes jeunes de cœur. Le nom m'a fait sourire. Je n'étais plus jeune depuis bien longtemps, mais je sentais que mon cœur, Louis, avait recommencé à battre autrement. Lors de la première séance, nous étions 8, autour d'une grande table en bois ciré. On a parlé de Colette, de Pagnol, de Marguerite Duras. J'ai osé prendre la parole. Ma voix a tremblé, mais elle est sortie, et ça m'a fait un bien fou. Puis est venue la proposition que je n'aurais jamais imaginée. Une des participantes, Brigitte, m'a demandé si je voulais animer un petit atelier pâtisserie pour les enfants du mercredi. « Vous avez une tête à faire de très bonnes tartes aux pommes », m'a-t-elle lancé en riant. Je n'ai pas osé lui dire que j'en avais fait des centaines dans ma vie, que mes mains savaient encore sentir la juste épaisseur d'une pâte brisée ou le moelleux d'un flan aux œufs. Alors j'ai accepté, et le mercredi suivant, me voilà dans la petite cuisine du centre, avec 6 enfants les mains pleines de farine, et une joie simple qui m'irradiait de l'intérieur. Odette, mon amie d'enfance retrouvée par hasard au marché de Saint-Louis, a vite pris sa place dans ce renouveau. Ancienne infirmière, elle avait cette façon bien à elle de prendre soin sans étouffer. Elle passait me voir tous les dimanches matins, les bras chargés de fromage ou de brins de thym. Ensemble, on arrosait les plantes, on discutait autour d'une infusion de mauve. Et parfois, sans même parler, on profitait juste du silence partagé. Ce genre de silence qui répare. Dans le jardin, j'avais commencé à planter davantage. Non pas pour nourrir qui que ce soit, mais pour le plaisir. Des tulipes crème, des pivoines et surtout des lavandes. Mon mari Alain adorait cette odeur. Il disait toujours que la lavande avait le don de calmer les tempêtes. J'ai aussi acheté un petit cactus en pot au marché aux fleurs et je l'ai baptisé Margot, ou nom de roman. Un peu rêche, un peu fort, mais profondément vivant. Margot trônait désormais fièrement sur le rebord de la fenêtre, comme une petite gardienne de mes résolutions. Et puis, bien sûr, il y avait Laila, ma Lila. Elle m'écrivait chaque semaine, avec ses fautes d'orthographe adorables et ses dessins colorés. Un jour, j'ai reçu une enveloppe contenant un croquis un peu bancal, mais si touchant. On y voyait une vieille dame aux cheveux argentés, tenant une étoile jaune entre les mains. En bas, elle avait écrit en lettres capitales « Mamie Clémence brille toujours ». Je l'ai encadrée et accrochée dans l'entrée. Chaque fois que je passe devant, mon cœur se serre.
mais d'un serment doux, presque sucré. Nos échanges sont devenus notre rituel. Elle m'envoyait des petits mots. Je lui répondais avec des recettes illustrées à la main, parfois glissées dans des boîtes de biscuits qu'Odette déposait discrètement chez eux. Lila savait. Elle sentait que quelque chose avait changé. Mais elle ne posait pas de questions. Elle aimait, simplement, et cela suffisait. Ce qui m'étonnait le plus, c'était cette sensation de légèreté qui revenait doucement. Je ne regardais plus mon téléphone en espérant un message de Benoît. Je ne faisais plus mes comptes avec une angoisse au ventre. Je ne préparais plus des plats, au cas où il passerait. J'avais rangé les vieilles habitudes comme on range de vieux draps trop usés. Et je découvrais qu'on pouvait vivre sans attente, sans se tordre l'âme à vouloir plaire. Une après-midi, en nettoyant le vieux buffet de la cuisine, je suis tombée sur un cahier jauni, celui où je notais autrefois les recettes transmises par ma grand-mère. En le feuilletant, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas écrire les miennes? Pas seulement les recettes, mais les souvenirs qu'elles portaient. La tarte aux pommes du dimanche, les crêpes aux pommes de terre de la Saint-Michel, les bonbons durs faits maison pour les Noëls trop froids. Ce serait mon héritage. Pas un chèque, pas une donation, mais un trésor de temps, de gestes et d'amour. Et ce soir-là, alors que le soleil déclinait derrière les toits de Saint-Marc, j'ai pris ma tasse de café noir. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai senti que j'étais enfin à ma place. Pas celle qu'on m'avait assignée, celle que j'avais choisie. Pour moi, pour Lila, pour Clémence. Quelques jours après mon dernier échange avec Lila, j'ai trouvé un petit paquet posé devant ma porte, attaché par un ruban violet. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait livrer une surprise. Mais cette fois, je savais que la main qui l'avait accompagnée n'était pas uniquement la sienne. À l'intérieur, il y avait une boîte de madeleine encore tiède, un petit photophore en verre soufflé et une carte blanche sur laquelle était écrit, d'une écriture ronde et polie, pour Clémence. Quand tu seras prête à parler, je serai là, Aurélie. Rien de plus. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste cette attente suspendue dans les mots. Je n'ai pas su quoi ressentir. Ce n'était ni une demande de pardon, ni une tentative de justification. Plutôt un souffle, comme un vent doux qui s'infiltre entre les fissures d'un mur ancien. Je n'ai pas mangé les madeleines ce jour-là. Je les ai rangées dans une boîte en fer, avec les bougies que j'utilise lors des jours de pluie. J'ai décidé de ne rien faire, ni refuser, ni accueillir. J'ai laissé flotter ce geste dans l'air, comme on laisse flotter une pensée sans s'y accrocher. Mon cœur n'était pas fermé, mais il n'était pas non plus une porte ouverte à tous les courants d'air. Lila, elle, n'a jamais cessé d'être cette lumière tranquille. Elle m'a écrit 2 jours plus tard, une lettre courte, illustrée de petits cœurs, et d'un dessin de chaton. Mamie, maman a dit qu'elle t'aimait, mais qu'elle ne savait pas comment te le dire. Je voulais juste te dire que moi, je t'aime comme tu es. J'ai lu ces mots une fois, puis une deuxième, puis je les ai relus en fermant les yeux. Il y avait tant de douceur dans cette simplicité, tant de vérité. Alors j'ai pris un papier à lettres, celui que je garde pour les moments importants, et j'ai écrit. Je lui ai dit que j'étais heureuse, profondément, qu'elle puisse rester fidèle à ce qu'elle ressentait, que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'était de le voir tel qu'il est, sans le tordre, sans le demander autrement, et qu'un jour, quand elle serait plus grande, je souhaitais de tout cœur qu'elle sache choisir les gens qui savent l'aimer bien, ceux qui ne font pas semblant, ceux qui ne blessent pas pour avoir raison. Ceux qui restent, même quand il n'y a rien à gagner. Je n'ai jamais dit à Lila que je lui pardonnais, parce qu'il n'y avait rien à lui pardonner. Et je n'ai pas répondu à Aurélie, parce que je ne voulais plus être cette femme qui répond toujours. Même quand le silence serait plus juste, j'ai compris que le pardon n'est pas une obligation.
C'est un choix, un chemin qui se trace à mon rythme. Avec mes balises, j'ai choisi de ne pas vieillir, mais j'ai aussi choisi de ne plus me perdre dans les gestes inachevés, dans les mots qui sonnent creux. Il y a quelque chose d'apaisant à ne plus attendre, à ne plus espérer que l'autre change, comprenne ou rattrape le passé. J'ai rangé les photos de famille dans une boîte. J'ai retiré le cadre de mariage de Benoît et Aurélie du buffet. Et j'ai mis à la place un dessin de Lila, celui qu'elle avait fait pour mon anniversaire. Un petit bateau sur une mer bleue, avec 2 personnages debout, main dans la main, une femme aux cheveux blancs, une petite fille avec une robe à pois. En dessous, elle avait écrit « Moi aimer, mamie » contre les vagues. Je l'ai accroché au mur du salon, à hauteur des yeux, là où la lumière du matin l'effleure juste assez pour faire briller les contours. Chaque fois que je passe devant, je souris. Ce n'est pas un souvenir figé, c'est une promesse vivante, celle d'un lien tissé librement, sans obligation, sans pression, sans dette. Il m'arrive parfois de penser à Aurélie, à Benoît. Pas avec colère, mais avec cette distance que l'on garde vis-à-vis des choses que l'on ne peut plus réparer sans se blesser à nouveau. Je ne souhaite pas leur malheur, mais je ne suis plus disponible à tout prix. J'ai planté mes propres repères, j'ai dessiné mes propres lignes. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour. Pour moi-même, quand Lila était venue me rendre visite un samedi après-midi, elle a vu le dessin sur le mur et m'a demandé « Tu l'as vraiment mis ?» Je lui ai répondu « Bien sûr, il me rappelle chaque jour qu'on peut être forte. Même à 2, elle m'a serré fort et j'ai senti que son petit cœur battait contre le mien. Un rythme sincère, doux, sans masque. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je n'ai plus peur d'être seule, ni de poser mes conditions. J'ai traversé bien des tempêtes et aujourd'hui, je choisis mes ports d'attache avec soin. Peut-être qu'un jour, Aurélie osera vraiment venir. Peut-être pas. Ce n'est plus à moi d'aller chercher. J'ai déjà choisi le rivage où je veux accoster. Parfois, je me surprends à m'arrêter devant l'étagère où j'ai rangé les premiers jouets en bois que j'avais fabriqués à la main. Une petite voiture rouge avec des roues bancales. Un cheval à bascule qui grince encore un peu. Une poupée articulée au sourire effacé par le temps. Ce sont des objets simples, mais ils portent en eux les années que j'ai passées à construire pour les autres, à donner sans compter, à aimer sans condition et souvent sans retour. J'ai été longtemps la femme qu'on remercie à demi-voir, qu'on oublie d'inviter, à qui l'on confie tout sans jamais demander comment elle va. Une mère courage, une grand-mère disponible, une source de sécurité qu'on tient pour acquise. Mais tout cela, ce n'est qu'une partie de moi. L'autre partie, celle que j'avais mise de côté, c'est celle que je redécouvre aujourd'hui. La femme qui choisit, la femme qui dit non, la femme qui existe même quand elle ne rend plus service. Ce n'est pas la révolte qui m'a transformée, c'est la lucidité. J'ai compris que poser une limite, ce n'est pas trahir l'amour, c'est lui donner une forme plus juste. La tendresse ne doit pas être soumise au chantage. Et la loyauté ne peut exister que dans la réciprocité. Quand j'ai coupé le robinet financier, ce n'était pas par rancune, c'était pour ne plus me renier. Et si je partage aujourd'hui mon histoire, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour dire à celles et ceux qui écoutent, vous avez le droit d'exister en dehors de ce que vous donnez. Vous avez le droit d'être respecté, même quand vous ne payez plus les factures. Même quand vous ne gardez plus les enfants, même quand vous ne vous sacrifiez plus. Laila m'a appris que là, sans le savoir, dans sa petite voix, dans ses dessins maladroits, dans sa façon de dire « Mamie, tu es brillante », sans se demander si j'avais été utile ce jour-là. Grâce à elle, j'ai compris que l'amour véritable ne réclame rien.
mais offre tout. Et c'est pour elle, pour les enfants comme elle, que j'ai voulu montrer qu'il n'est jamais trop tard pour choisir à nouveau sa place. Pour affirmer qu'on ne sera plus jamais la chaise sur laquelle tout le monde s'assoit, sans demander. Je pense à la France qui m'a vue vieillir. Celle des petits déjeuners au café noir, des madeleines trempées dans le lait, des lettres écrites à l'encre bleue, du pain que l'on tranche avec respect. Je viens de cette culture-là. Une culture de soins, de silence, de gestes simples. Et aujourd'hui, je la retrouve, mais à ma manière, à travers le jardin que je cultive, les tartes aux pommes que j'enseigne à faire, les mots que je choisis avec soin dans mes lettres à Lila. Je ne cherche plus à prouver que je mérite une place. J'occupe la mienne, tranquillement, entièrement. Et si un jour, vous vous êtes senti laissé de côté, si vous avez cru que vous n'aviez plus rien à offrir une fois que vous ne donniez plus d'argent ou de temps, alors j'aimerais vous dire ceci. Vous avez toujours de la valeur. Pas parce que vous êtes utile, mais parce que vous êtes vous. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Il n'est jamais trop tard pour dire « Maintenant, je vis selon mes propres règles. Il n'est jamais trop tard pour commencer. » Même doucement, même tardivement, à choisir la paix plutôt que l'épuisement. Ce matin encore, j'ai ouvert mes volets. L'air sentait la lavande. J'ai rempli mon arrosoir. J'ai parlé doucement à mes plantes, comme à de vieilles amies. Le chat du voisin est venu se frotter à mes jambes, en ronronnant comme un vieux moteur fatigué mais fidèle, et dans ma tasse, le café noir fumait tranquillement. C'était simple, c'était doux, et c'était exactement ce que je voulais vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, ou si vous pensez à quelqu'un qui devrait les entendre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce récit, ou à vous abonner à cette chaîne. Chaque écoute, chaque mot échangé, chaque témoignage est une preuve que nous ne sommes pas seuls. Et surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour se choisir. Pas pour se venger, mais pour se respecter, pour se reconstruire, pour fleurir à nouveau, même après l'hiver.